Lorsque nous pensons à Rome, notre esprit voyage souvent vers les forums remplis de statues, les colisées où la foule rugissait ou les campagnes militaires qui transformaient des tribus en provinces. Mais cette vision, bien que fascinante, n'est que la surface de quelque chose de bien plus vaste. Car Rome n'a pas seulement été une puissance militaire. C'était une civilisation avide de savoir, de commerce et d'exploration. Ses légions ne se sont pas arrêtées aux confins de l'Europe. Ses navires ont traversé des mers que d'autres craignaient. Ses commerçants ont traversé des déserts brûlants. Et ses ambassadeurs sont allés jusqu'aux coins les plus reculés du monde connu, et au-delà. Dans ce voyage, nous ne parlerons pas des empereurs fous ni des conquêtes sanglantes. Aujourd'hui, nous allons suivre la trace silencieuse mais impressionnante des explorateurs romains. De ceux qui ont porté le nom de Rome jusqu'aux terres où le latin n'était pas parlé, où les pièces impériales étaient vues comme des objets exotiques, et où leurs vêtements en lin contrastaient avec les soies orientales. Oui, les Romains sont allés plus loin que ce qu'on vous a raconté. En Inde, au cœur de l'Afrique noire, au Vietnam, en Chine, au Sri Lanka, là où l'histoire semblait s'arrêter. Mais Rome l'a poussé un peu plus loin. Ce n'est pas simplement une carte de route et de distance. C'est une histoire sur ce qu'une civilisation peut accomplir quand son ambition est aussi grande que son empire. Bien avant que les Européens ne rêvent de cartographier le monde, il existait déjà un chemin invisible reliant deux civilisations séparées par des milliers de kilomètres, la route de la soie. Tout a commencé lorsque les armées de la dynastie Han en Chine ont vaincu les redoutés nomades Xiongnu, les ancêtres des Mongols. Avec le sang et l'acier, ils ont repris le contrôle du corridor de Gansu, une étroite bande entre des montagnes désertiques et des vallées fertiles. Ainsi, ils ont assuré un passage vital pour le commerce s'étendant de l'extrémité orientale de l'Asie jusqu'aux côtes méditerranéennes. À travers ce corridor ont commencé à circuler des chevaux, du jade, des épices et des connaissances, mais surtout, de la soie. De la soie chinoise, si fine et brillante qu'elle semblait faite d'eau. C'était un luxe réservé aux empereurs, mais sa renommée a franchi les frontières, et Rome en a entendu parler. Les Parthes, maîtres des déserts d'Iran, ont été les premiers à rencontrer cette merveille. Et ils se sont chargés de la protéger comme un trésor. Pas par amour de l'art, mais pour des affaires, ce seraient eux qui la revendront aux Romains à des prix astronomiques, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire entre les deux extrémités du monde. L'Empire romain, curieux et insatiable, ne tarda pas à devenir obsédé. Lorsque le consul Crassus, membre du triumvirat, a décidé d'envahir le territoire Parthe en 53 avenue Jésus-Christ, il ne l'a pas fait uniquement pour la gloire. Il savait que là se trouvait la clé de cette richesse orientale énigmatique. Mais il sous-estima son ennemi. Sans cavalerie efficace et mal conseillée, Crassus tomba dans une embuscade brutale et fut exécuté de manière légendaire. Les Parthes versèrent de leur fondu dans sa gorge, une métaphore macabre de sa cupidité. Malgré l'échec militaire, le désir romain pour la soie ne fit que croître. Tant et si bien qu'à l'époque d'Auguste, toute l'aristocratie en portait. Le Sénat tenta d'interdire son usage, affirmant que cela corrompait les coutumes romaines. Mais c'était inutile, la soie était addictive. C'était de l'exotisme, du statut, du luxe pur. Et ainsi, sans conquérir la Chine ni savoir exactement où elle se trouvait, Rome tomba amoureuse de sa douceur. Mais ce n'était que le début. Bientôt, les Romains chercheraient des routes plus directes, évitant les Parthes, naviguant plus loin, s'aventurant en Asie, et laissant des traces que le temps conserve encore. Rome savait que le pouvoir ne se construisait pas seulement avec des épées, mais aussi avec le commerce. Et si la soie, les épices et les pierres précieuses venaient de l'Est, alors il fallait les chercher au-delà des déserts, au-delà des Parthes, au-delà du connu. C'est alors que les Romains ont regardé vers la mer. Avec l'Égypte déjà sous contrôle impérial, après la chute de Cléopâtre et Marc-Antoine, les ports égyptiens sont devenus la porte de Rome vers l'océan Indien. Depuis Bérénice, Arsinoé et Émoès-Ormo, des navires romains ont pris la mer en direction de la côte indienne. Les navigateurs grecs servant l'Empire maîtrisaient les vents de la mousson et traçaient des routes vers des ports comme Barbaricon, Baruch, Musyrie et Poduc, des noms exotiques qui commencèrent à apparaître dans les rouleaux des marchands impériaux. Et ce qu'ils y ont trouvé était un marché vibrant, immense. L'Inde offrait du coton, des perles, des pierres précieuses, de l'ivoire, des épices, des teintures, du nard, des fleurs médicinales, et bien sûr, de la soie. En échange, Rome offrait ce qu'elle savait produire de mieux, de l'or, de l'argent, des bijoux fins, de la verrerie, du vin, du lin décoré, des pièces impériales, et des promesses de profits impossibles à ignorer. Dans ces ports, l'or romain coulait comme une rivière, à tel point que des écrivains comme Pline l'Ancien se plaignaient que les richesses de l'Empire disparaissaient vers l'Est.
Mais cela n'avait pas d'importance. La haute société romaine voulait des parfums exotiques, des tissus doux, des pierres sacrées, et était prête à payer n'importe quel prix. Les Romains cherchaient également en Inde quelque chose de plus que des biens, ils cherchaient l'inconnu. Ils admiraient leur philosophie, leur médecine, leur architecture. Dans les ateliers des artisans hindous, ils voyaient des techniques similaires aux leurs. Dans les temples, ils entendaient des histoires de dieux et de croyances qui, bien que différentes, éveillaient une inquiétude spirituelle que le monde romain commençait à peine à comprendre. Cette connexion n'a pas été éphémère. Les archéologues ont trouvé des amphores romaines sur la côte indienne et des pièces impériales dispersées comme des graines de l'Empire. À Pompéi, une figurine en ivoire de la déesse hindoue Lakshmi a même été retrouvée, survivant à l'éruption du Vésuve, comme témoin que l'Inde habitait déjà dans le cœur de Rome. Rome et l'Inde, séparés par des océans et des cultures, se sont rencontrés sans conquête. Ce fut le commerce, et non la guerre, qui construisit ce pont invisible entre deux mondes millénaires. Rome était une civilisation de temples, de rituels, de dieux familiaux. Mais lorsqu'elle s'ouvrit à l'Est, elle ouvrit aussi une porte vers le mystère, vers des doctrines qui parlaient de renoncement, d'illumination, de la roue du karma et de la libération de l'âme. L'un des moments les plus déconcertants se produisit lorsqu'un ambassadeur en provenance d'Inde arriva à la cour d'Auguste, apportant avec lui un cadeau très inhabituel, une lettre diplomatique écrite sur de la peau d'animal et un acte de foi inébranlable. Un membre de son entourage, pratiquant le bouddhisme, se brûla vif à Athènes comme preuve de sa dévotion. Il le fit avant d'arriver à Rome. Il ne dit pas un mot. Il ne demanda aucune aide. Il s'assit simplement en position du lotus, et se livra au feu. Pour les Romains, qui ne comprenaient pas le concept de sacrifice spirituel sans Dieu, sans autel, sans récompense tangible, ce fut une scène déconcertante, perturbante. Mais aussi inoubliable. Et ce ne fut là qu'un des nombreux échanges culturels silencieux qui fleurirent entre Rome et l'Orient. Dans le port égyptien de Bérénice, les archéologues découvrirent une statue de Bouddha dans un temple dédié à la déesse Isis. Elle était là, entourée de colonnes, entre l'encens et les chants. Un dieu étranger, sur terre romaine, accueilli par des marchands bouddhistes qui naviguaient depuis des siècles entre l'Inde et la mer Rouge. À Pompéi, parmi les villas et les fresques, apparut une petite figurine en ivoire de la déesse hindoue Lakshmi. Comment est-elle arrivée là? Dans une boîte, dans un sac d'épices, en cadeau pour une dame romaine, ou comme talisman entre les mains d'un marchand? Personne ne le sait. Mais elle était là. Et cela suffit. Même des auteurs chrétiens, comme Saint Jérôme, enregistrèrent l'histoire de la naissance du Bouddha, une vierge, un rêve prophétique, une incarnation divine. L'histoire leur semblait familière, mais elle ne venait pas de Judée. Elle venait de l'Himalaya. C'était une autre spiritualité, une autre manière de voir l'âme. Ces contacts n'ont pas été massifs. Ils n'ont pas transformé le visage de l'Empire. Mais ils ont laissé des marques. Des marques dans la pierre, dans l'art, dans la mémoire. Car lorsqu'une civilisation écoute, observe, accepte qu'il existe des vérités au-delà de ses frontières, elle commence à devenir éternelle. Pendant des siècles, Rome et la Chine furent deux empires qui s'ignoraient mutuellement, et pourtant, ils étaient connectés par les fils invisibles du commerce, des rumeurs, de la soie et des rêves d'expansion. Ils ne se sont jamais rencontrés face à face, mais ils se sont touchés aux extrémités du monde connu. C'est par le Vietnam, au cœur de l'Asie du Sud-Est, que les chemins ont commencé à se croiser. Dans l'œuvre Géographie de Claude Ptolémée, écrite au IIe siècle, un groupe de marchands romains est mentionné, arrivant dans une ville portuaire appelée Katigara, à l'embouchure du fleuve Kotari. Aujourd'hui, les archéologues s'accordent à dire que ce fleuve était le Mékong et que Katigara était la ville d'Eocéo, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Vietnam. Là, dans des marchés animés entre des palmiers et des brumes, les Romains échangèrent des biens, des pièces de monnaie et des récits avec des peuples parlant des langues inconnues, portant des tuniques légères et vénérant des dieux sans nom. Les découvertes ne mentent pas, dans cette région, on a retrouvé des perles de verre romaines, des bijoux, des fragments d'or travaillés selon des techniques italiennes. C'était la trace claire d'un contact qui, bien que fugitif, avait des implications monumentales. Rome était arrivée aux frontières de l'Empire Han, à la porte de la Chine. Et de l'autre côté, les chroniqueurs chinois prenaient aussi note. Les scribes de la dynastie Han enregistrèrent l'arrivée d'ambassadeurs du royaume de Dakin, comme ils appelaient Rome. Il apportait des cadeaux curieux, des défenses d'éléphants, des cornes de rhinocéros, des carapaces de tortues. Des objets exotiques qu'ils avaient recueillis lors de leur voyage à travers le sud-est asiatique avant d'atteindre les terres chinoises. Ils affirmaient avoir été envoyés par le roi Andin,
que nous identifions aujourd'hui comme étant Marc-Aurèle Antonin. Bien que les registres chinois ne détaillent pas s'il s'agissait de diplomates officiels ou de simples marchands agissant au nom de l'empereur, il est certain que la Chine et Rome se connaissaient. Pas comme des ennemis, ni comme des alliés, mais comme des miroirs lointains. Chacun étant le reflet de l'autre dans l'immensité du monde. Pendant ce temps, dans les cours romaines, on parlait des « êtres », ces habitants mystérieux du bout du monde qui tissaient la soie et avaient des villes baignées de jade. Et dans les chroniques chinoises, on lisait des histoires sur un vaste empire occidental, dirigé par des hommes sages et fiers, qui construisaient des routes éternelles et des amphithéâtres où les hommes combattaient contre des bêtes impossibles. Il n'y a pas eu d'invasion. Pas de conquête. Mais il y a eu un contact. Et cela, pour deux empires si éloignés, était déjà une forme d'éternité partagée. Le cœur oublié de l'Afrique, les expéditions romaines les plus surprenantes. Si les séduisait Rome avec ses soies, ses épices et ses philosophies exotiques, le Sud la captura avec un mystère encore plus grand, l'Afrique profonde, cet immense océan de sable, de jungle et de légendes qui s'étendait au-delà du Sahara. Un territoire qui ne pouvait pas être facilement conquis par des épées ou des pièces de monnaie, mais qui éveillait néanmoins la curiosité des empereurs, des géographes et des soldats. La première grande incursion fut menée par Cornelius Balbu, en 19 avant Jésus-Christ. Partant de Libye avec 10 000 légionnaires, il s'aventura dans la terre des Garamantes, une civilisation saharienne qui prospérait dans des oasis cachées et des villes fortifiées en argile. Ils atteignirent le fleuve Niger, convaincus que c'était le Nil naissant. Mais ce n'était pas le cas. C'était un autre monde. Des années plus tard, un autre général, Suetonius Paulinus, traversa les montagnes de l'Atlas, parcourut les déserts du Maroc et descendit dans des terres de plus en plus inhospitalières. Des documents ultérieurs affirment que certains de ces hommes atteignirent le fleuve Dera, longeant des régions aujourd'hui proches de la Mauritanie et du Sahel. Mais il y eut encore des expéditions plus ambitieuses. Sous le règne de Néron, un général nommé Septimius Flaccus reçut un ordre étrange, il devait chercher le mythique « lac des hippopotames » mentionné par Ptolémée. Il partit de Tripolitaine, traversa les montagnes Tibesti et pénétra dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tchad. Là, selon les récits des géographes phéniciens, il y avait des éléphants, des rhinocéros, des peuples à la peau foncée et des langues incompréhensibles. Et ils n'étaient pas les seuls. Festu, commandant de la 3e Légion Augusta, répéta une partie du voyage de Balbu et réussit à atteindre les jungles équatoriales, naviguant sur le fleuve Niger jusqu'à l'estuaire, dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria. Des années plus tard, le diplomate Jules Maternu traversa le golfe de Sirte, pénétra dans l'oasis de Kufra et rencontra le roi des Garamantes tout en combattant un groupe rebelle connu sous le nom des Rassia, près de l'actuelle République centrafricaine. En cadeau, Maternu ramena à Rome un rhinocéros à 2 cornes, qui fut présenté comme spectacle au Colisée. Il ne s'agissait pas d'expéditions coloniales. Ce furent des aventures, des explorations, des ponts jetés dans l'abîme de l'inconnu. À une époque où la plupart des civilisations ne regardaient pas au-delà de leurs frontières immédiates, Rome envoyait des hommes traverser le désert sans savoir s'il y aurait de l'eau, sans savoir s'ils reviendraient. Et bien qu'ils n'aient pas fondé de province ni érigé de murs dans ces terres, ils laissèrent des traces, des pièces de monnaie, de la céramique, des noms, des histoires. L'Afrique profonde n'a pas été conquise, mais elle a été touchée par Rome. Et ce contact, fugace et improbable, est l'un des témoignages les plus audacieux de l'esprit romain. Dans le coin nord-ouest de l'Afrique, là où le désert rencontre la mer et où les montagnes de l'Atlas dessinent des ombres sur l'horizon, existait un ancien royaume appelé la Maurétanie. Pas le pays moderne, mais une terre habitée par des tribus berbères qui avaient appris à commercer, à faire la guerre et à négocier avec les empires les plus puissants de leur époque. Lorsque le roi Bokku II mourut en 33 avant Jésus-Christ, Rome saisit l'opportunité. Plutôt que de conquérir directement le territoire, elle choisit une stratégie plus subtile, établir un royaume client. Elle plaça sur le trône Juba II, un prince numide éduqué à Rome, marié à rien de moins que Cléopâtre Sélénée, la fille de la légendaire Cléopâtre VII et de Marc-Antoine. Une union politique, oui, mais aussi culturelle, l'Afrique romaine naissait avec des racines égyptiennes, grecques et latines entrelacées. Juba II fut plus qu'un simple pantin impérial. C'était un érudit, un explorateur, un amoureux du savoir, et sous son règne, la Maurétanie prospéra comme un centre commercial et scientifique. Inspiré par les navigateurs phéniciens, il organisa des expéditions vers l'Atlantique. Depuis le port de Mogador, sur la côte actuelle du Maroc, ces navires partirent vers les îles Canaries, et peut-être Madère,
à la recherche d'un secret convoité par les élites romaines, le tissu pourpre, extrait des coquillages marins, symbole de richesse et de pouvoir. Ces missions ne cherchaient pas seulement des colorants. Elles étaient aussi des tentatives de repousser les limites du monde connu vers l'océan ouvert, au-delà des colonnes d'Hercule, là où l'on croyait que la terre se terminait et que l'abîme commençait. Après la mort de Juba, son fils Ptolémée de Maurétanie hérita du trône, mais son histoire fut plus tragique. Bien qu'il ait été éduqué à Rome, il entra en conflit avec l'empereur Caligula, qui ordonna son exécution en 40 de notre ère. Cet acte scella le destin du royaume. 4 ans plus tard, l'empereur Claude annexa la Maurétanie en tant que province de l'Empire. Il divisa le territoire en Maurétanie tingitane, avec pour capitale Tingi, actuelle Tanger, et Maurétanie césarienne, avec pour capitale Césarée, actuelle Cherchell. Rome devint souveraine directe, et l'influence latine commença à modeler l'architecture, le commerce et la religion de la région. Mais, comme beaucoup d'autres provinces romaines, la Maurétanie ne serait pas éternelle. Durant la crise du IIIe siècle, lorsque les empereurs tombaient comme des dominos et que l'empire vacillait, les tribus berbères récupérèrent une grande partie du contrôle de l'intérieur. Rome conserva seulement quelques villes côtières et des relations diplomatiques ambiguës avec les chefs locaux. Et bien que des siècles plus tard, Dioclétien réorganiserait les provinces et que même le christianisme prospérerait brièvement sous le domaine romain, rien ne put empêcher le changement définitif. En 631, avec l'arrivée de l'islam, l'ère romaine en Maurétanie s'éteignit à jamais. Mais son héritage demeura, des ruines, des pièces de monnaie, des noms anciens gravés dans les roches du désert, et l'histoire oubliée d'un royaume africain gouverné par la fille de Cléopâtre et un amoureux du savoir, qui défia l'océan et unifia les continents. L'Empire romain n'était pas seulement un colosse militaire. C'était aussi une civilisation insatiable dans son désir de savoir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon. Tandis que d'autres peuples se cloisonnaient dans leurs frontières, Rome les franchissait. Pas seulement avec des épées, mais avec des cartes, des bateaux, des questions. Ils arrivèrent au cœur de l'Afrique, au recoin oublié du Gange, au delta du Mécogne et peut-être, par des chemins indirects, jusqu'au mur de la Chine. Tous les voyages ne se terminèrent pas dans la gloire. Certains se terminèrent par une défaite, dans le désert, dans le silence. Mais même là, la trace resta, des pièces romaines sur des terres étrangères, des statues de dieux indiens parmi les ruines de Pompéi, des éléphants indiens marchant à Rome, ou un Bouddha sculpté et enterré dans un temple égyptien. Rome était une machine de guerre, oui. Mais elle était aussi une machine de connexion. Elle connecta les cultures, les religions, les idées. Elle ouvrit des routes qui, des siècles plus tard, continueraient à être empruntées par des caravanes, des pèlerins et des commerçants. Et c'est peut-être son plus grand héritage. Non pas la conquête, mais la curiosité. Non pas l'épée, mais le désir de comprendre. Non seulement le pouvoir, mais la volonté de toucher d'autres mondes, d'enregistrer d'autres voix, d'écouter d'autres histoires. Lorsque nous regardons les ruines de Rome, il est facile de penser que tout s'est terminé là. Mais si nous suivons les routes de la soie, les ports de l'Inde, les oasis du désert, les pièces perdues au Vietnam, nous comprenons quelque chose de plus profond. Rome n'était pas seulement un empire. C'était une porte. Et elle eut le courage de la franchir.